Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 5e étape du Tour de France. On va revenir sur le parcours de ce contre-la-montre, comme d'habitude, gastronomie, tourisme, même si ça sera un petit peu plus court, vu que le parcours ne fait que 33 km et qu'en plus, c'est une boucle. On parlera également du tourisme du côté de cette journée. Comme vous le savez, on regardera également du côté de cette étape donc le programme de la journée, et puis on essaiera de voir la stratégie. Même sur une étape comme ça, on peut parler un petit peu de stratégie sur ce type de parcours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous allez voir comme favori, quel est votre pronostic pour cette étape, votre grosse cote. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Et puis, vous pouvez faire un super thanks dans les commentaires. Je remercie les gens qui font cet effort et je remercie également les gens qui font l'effort de cliquer rapidement sur les vidéos. N'hésitez pas à voir si vous êtes toujours abonné. YouTube fait parfois des petites feintes. Et on commence tout de suite avec ce contre-la-montre de 33 km, un format, on va dire, presque habituel maintenant sur les grands tours. Hein. C'est vrai qu'on a le format aux alentours de 15 km, le format aux alentours de 30 km. Ça manque un peu de variété sur les contre-la-montre. Hein. C'est vrai qu'on a, sur l'année, des prologues, on n'en a plus, quasiment plus, et des contre-la-montre très longs, on n'en a plus. Donc on se retrouve très régulièrement avec ce format qui, pour moi, ne laisse pas de place au hasard. Alors déjà, un contre-la-montre, il y a quand même peu de place au hasard, mais je dirais pas de place à la surprise. Le prologue, on peut avoir des surprises. Sur les longs contre-la-montre, on peut avoir des coureurs qui s'en sortent mieux que d'habitude. Sur ce format-là, il n'y a pas de surprise. En gros, la hiérarchie à laquelle on peut s'attendre le matin, on l'a souvent l'après-midi. Il n'y a pas de grande surprise du côté de la hiérarchie. Ce qui est un petit peu triste parce que quand on connaît le résultat à l'avance, c'est pas très bon pour le business, c'est pas très bon pour les audiences, c'est pas très bon pour le spectacle. En sachant que comme d'habitude, ça va être mal filmé, qu'on n'aura pas les temps intermédiaires, qu'il faudra suivre le chrono également sur Pro Cycling Stat malgré la télévision, bah c'est quand même pas l'idéal quoi. On sait que ça va pas être l'étape du siècle. Voilà, aujourd'hui du côté de Caen. Le final est un peu technique de ce contre-la-montre, mais bon, ça reste faisable, surtout avec un vélo avec un vélo de chrono. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas des pavés, il n'y a pas un truc horrible sur le parcours. Et puis oui, bah moi j'aurais aimé un parcours plus long ou quelque chose de différent, voilà, du côté de cette étape de Caen. En termes de contre-la-montre. Alors contre-la-montre par équipe c'était compliqué parce qu'on était déjà au jour 5 et on est à la limite en termes de règlement. Faut savoir qu'on a le droit de faire un contre-la-montre par équipe seulement dans le premier quart d'une course par étape. Donc là on était à la limite, on va dire, du premier quart. Mais oui, mais j'aurais aimé quelque chose de plus long en termes de contre-la-montre, parce que je trouve que sur toutes les courses du calendrier, on a les mêmes formats, quoi. C'est ça qui m'embête un petit peu. Il y a et il y a des formats de course qu'on retrouve souvent. Et puis maintenant, avec les entraînements actuels, les mecs connaissent parfaitement leur niveau d'intensité d'effort sur 33 km. Ils font des tests 30 minutes d'effort très régulièrement. Il y a des tests 15 minutes, des tests 30 minutes, des tests de 5 minutes d'effort. Donc c'est des kilométrages et des temps d'effort où les mecs se connaissent parfaitement. Ils font pas des tests d'effort sur 50 minutes. Voilà. Sur 50 minutes, les mecs ils se connaissent moins, ils peuvent avoir des surprises. Donc avec les contre-la-montre de ce niveau-là, il n'y a pas de surprise non plus, encore moins avec les capteurs de puissance, parce que les mecs ils savent qu'il faut qu'ils aillent à 300 watts, donc ils se calent à 300 watts. Voilà, et puis ils regardent leur compteur comme ça, à 300 watts, 300 watts, 300 watts, 300 watts. En gros, hein, c'est ça qui va se passer. Donc c'est pas hyper passionnant, et en plus c'est mal filmé. Donc c'est sûr que ça rajoute
Voilà. Sur le fait qu'on passe pas forcément une grande journée sur ce contre-la-montre. Et moi, très souvent, j'ai pas grand-chose à analyser le soir. Donc, il y a tout qui se met en place pour que je passe pas une bonne journée. Bon, le dénivelé positif de cette étape, 177 mètres, 21e dans ce classement. Hein, c'est le contre-la-montre le plus plat de ce Tour de France. Classement du maillot vert à l'arrivée, on ne pourra prendre que 20 points pour le coureur qui prendra la victoire, ce qui correspond à un sprint intermédiaire. Et il n'y a pas de points réservés au classement de la montagne sur cette étape, car il n'y a pas de col au programme de ce contre-la-montre. On regarde tout de suite le parcours. Vous allez voir, ça va aller assez vite. On part de Caen pour retourner à Caen. On passe par le nord, hein, on contourne Caen par le nord, on fait une boucle par le nord. Vous voyez, donc 33 km. Les 3-4 premiers kilomètres au départ, il y a quelques virages, mais je dirais que ça va plutôt si on voit la carte. Les 5 derniers kilomètres, à partir de l'entrée dans Caen, sont un petit peu plus techniques. 3 points intermédiaires, je ne sais pas pourquoi on en a mis autant. On aurait pu s'en contenter de 2, voire de 1. Ça nous aurait donné un peu plus de suspense au niveau des résultats. 1 au kilomètre 8, au kilomètre 15, au kilomètre 24. Donc on a un point tous les 8 km, on ne s'est pas fait chier, hein, presque. Et je trouve que ça fait beaucoup de points intermédiaires pour un contre-la-montre qui n'est pas très long, et en sachant que la moitié des points intermédiaires, on ne les verra pas à l'écran. Donc on aura pu s'en contenter de moins, parce que sur un contre-la-montre plat comme ça, en gros, il n'y aura pas vraiment de surprise. Hein. Celui qui part dans le bon timing, il finira dans les premiers. Il n'y aura pas de coureur qui risque de craquer dans les 5 derniers kilomètres. Le parcours, on regarde déjà la carte. Donc vous voyez hein, le départ depuis Caen pour les premiers kilomètres. Je dirais les 3-4 premiers kilomètres. Quelques virages. Voilà, mais c'est pas non plus infaisable. Voilà. À partir du mémorial de Caen, ça devient beaucoup plus facile. Donc ensuite, voilà, on remonte vers la mer pour tourner à Colombie, en Guerny, vers la gauche, où là, on fera un petit passage de transition. Et à la Fresne-Camilly, on revient vers Caen. Vous voyez, sur des très belles routes dans toute cette section-là. Donc pas de souci. Et puis à l'arrivée dans Caen, les 5 derniers kilomètres, eux, sont beaucoup plus techniques, avec pas mal de ronds-points, pas mal de difficultés sur le parcours et de petits virages. La ligne droite, on va regarder ça tout de suite. Donc sur la fin de parcours, les difficultés techniques, comme vous pouvez le voir, donc à partir de 5 km jusqu'au final, hein, énormément de passages techniques, terre-plein, rond-point, rétrécissement au programme. Par contre, il semblerait qu'il n'y ait pas de ralentisseur sur la fin, puis ça permet de voir également plus en détail le départ, parce que l'arrivée et le départ sont quasiment au même endroit du côté de Caen. Donc vraiment en plein centre-ville hein, de Caen, du côté de ces deux endroits. Vous voyez pas mal de difficultés techniques. Après, normalement, ça devrait plutôt bien se passer pour les coureurs du côté de cette étape. La ligne droite finale fait 370 mètres avec une largeur de 5 mètres. Et vous voyez également que les deux derniers, qu'entre le kilomètre 3 et le kilomètre 1, on est plutôt en faux plat descendant. Voilà, donc avec les vélos de chrono, ça risque d'aller extrêmement vite. Quoi d'autre à dire sur cette étape? Eh bien, pas grand-chose du côté du parcours, tout simplement. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette étape. On regarde tout de suite le tourisme. On passe au tourisme et on commence avec eh bien, le mémorial de Caen. Ce mémorial de Caen qui date de 1988. En fait, c'est une idée qui venait du maire de Caen, Jean-Marie Giraud, en 64, hein, donc ça remonte bien avant ce mémorial de Caen. L'idée était de faire un mémorial pour la paix. Les premières pierres vont être mises en place en 86 et il va être inauguré le 6 juin 88. Pas n'importe quelle date, par François Mitterrand
avec la présence des chefs d'État et de gouvernement de 11 autres pays. Donc c'est un musée pour la paix qui réunit une collection de plus de 8000 objets et plus de 100 000 documents, donc qui traitent de la Seconde Guerre mondiale. On parle bien entendu de la Shoah, mais pas seulement. On va parler de la guerre en général, notamment des batailles de Normandie aussi, et de tous les pays impliqués dans cette Seconde Guerre mondiale. Et il y a une petite particularité, il faut savoir que pas mal de pays ont amené des pierres sur ce mémorial de Caen, et la pierre norvégienne, elle n'a pas été taillée, et elle a été recouverte de mousse, ce qui en norvégien veut dire un symbole de respect absolu de la vie. Alors du côté de Caen, on a également un château, le château de Caen, qui date des années 1060, voilà, au niveau de la construction, à peu près, encore une fois, des fois, souvent ce genre de proviennent des textes, voilà, ce genre de date historique, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins 5 ans, hein, on pourrait dire, on n'était pas toujours extrêmement précis. Donc style médiéval, c'était la capitale du duc de Normandie, du duché de Normandie, à l'époque Caen, et qui a fait bâtir une citadelle, bien entendu sur un éperon, ce qui est un petit peu la spécialité de l'époque, pour dominer un petit peu la ville. Ça ressemble plus à une résidence princière qu'à une forteresse militaire. Alors ce bâtiment a été renforcé au XIIe siècle, puis il est passé sous l'escarcelle du royaume de France en 1204 avec Philippe Auguste. On va faire énormément de travaux. Ça va être un édifice royal, et il va être fréquemment pris au cours des différentes années au niveau militaire. Et après la Révolution, elle va être transformée en caserne, en prison militaire, avant d'être ouvert au public. Il est classé monument historique seulement depuis 1997. C'est également un site naturel classé. L'abbaye aux hommes, désormais du côté de Caen, eh bien cette abbaye assez importante, hein, on voit les images. Elle date également de 1060. Ce sont des grands monastères bénédictins, parce qu'il y a l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames, également du côté de Caen. Donc fondée par Guillaume le Conquérant et sa femme Mathilde, parce qu'ils voulaient réparer le fait qu'ils s'étaient mariés, mais pas forcément dans les normes de l'époque au niveau des deux, et donc pour réparer un petit peu ça auprès du pape, pour être un peu mieux vu, on va dire. Donc vous avez ces deux abbayes d'architecture romane. Elle a inspiré beaucoup d'églises anglaises construites après la conquête d'Angleterre en 1066. Guillaume le Conquérant y est inhumé à l'intérieur. Et après pas mal de difficultés, eh bien, les moines de Saint-Maur reprennent en main l'abbaye à la fin du XVIIe siècle, et elle a réussi à être préservée des bombardements en 1944, car elle servait d'abri sanitaire à la population caennaise. Ce qui fait qu'on n'a pas bombardé ce lieu, contrairement à pas mal d'endroits de Caen, mais également de toute la Normandie, qui ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis on termine avec la maison des 4 ans, hein, une maison assez symbolique des vieilles demeures normandes, cette maison des 4 ans qui date de 1460. Donc c'est en 2 ans avant, en fait, Michel Lefebvre, riche tanneur canet, achète le terrain. Il y fait construire donc une maison avec une longue façade sur l'une des principales rues de la ville. En 1541, la tour d'escalier est reconstruite dans le style Renaissance. En 1944, bien entendu, pendant la bataille de Caen, les toitures vont être soufflées lors d'un bombardement, et tout ce qui est maçonnerie va être ébranlé. Alors on va commencer à faire de la restauration, mais ça va être assez compliqué, cette restauration.
L'administration des monuments historiques veut faire l'acquisition de cet immeuble et va installer son agence en 1953. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs associations culturelles qui sont présentes dans cette maison des 4 ans. Voilà, donc c'est une maison typique, on va dire, de la région de cette époque-là. On regarde maintenant les autres attractivités touristiques dans la région de Caen. On commence avec cette église du côté de Caen. Hop là, c'est du côté de Cambes-en-Plaine. C'est à une dizaine de kilomètres de Caen. C'est une église qui a été construite entre le 11e et le 14e siècle. Roman et gothique, les deux se mélangent. Alors, à une époque, cette église avait 2 cadrans à l'intérieur, enfin sur sa façade, mais après les bombardements de 44, eh bien, celui qui était rue du manoir, a été détruit, donc on n'a conservé qu'un seul des 2 cadrans, bien entendu. Là encore, pendant les bombardements de juin et juillet 44, l'édifice a été endommagé, mais il a été refait depuis. On poursuit avec l'église de Thaon. Voilà, je vais m'y retrouver, je suis un peu endormi aujourd'hui. Alors cette église de Thaon, elle a une particularité, c'est qu'elle présente beaucoup d'intérêt au niveau monumental et artistique pour les historiens. Alors c'est une église qui est désormais désaffectée, elle a été, le début de la construction date du XIe siècle, mais elle a été finie au XIIIe siècle et elle a subi assez peu de modifications. Alors ce n'est plus l'église du village, il y a désormais une église à l'intérieur du village, construite en 1840, mais il y a énormément de restauration, de fouilles archéologiques dans ce lieu et on y découvre plein d'informations du côté de cette église Saint-Pierre de Thaon. Voilà, peut-être que l'on la verra pendant cette étape du Tour de France. Peut-être que Franck Ferrand va en parler. On arrive à Authie. Alors il y a une particularité du côté d'Authie, c'est cette tour assez magistrale comme ça, avec ce serpentin autour. Alors cette colonne torsadée en pierre date du XVIIIe siècle et elle est surmontée d'une croix privée de la branche supérieure. Elle est inscrite au monument historique, cette croix, et cette colonne se trouve dans le cimetière. Voilà, donc c'est pas n'importe quoi. Et c'est aussi important la ville d'Authie parce qu'elle a servi de refuge à un membre de l'armée canadienne lors des bombardements du 7 juin 1944. Et ce petit Canadien, en petit filou, il avait pris 2 statuettes à l'intérieur de l'église Sainte-Vigor et le Canada les a restituées en 2004. Voilà ces 2 statuettes volées par un Canadien, dis donc. Et puis on termine avec la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, avec une abbaye, l'abbaye Ardennes, du côté de cette commune. Alors c'est une abbaye qui date du XIIe siècle, style roman. C'est un peu une légende qui veut qu'en 1121, un bourgeois canet nommé Aulf du Marché et sa femme Asseline est une vocation de la Vierge Marie leur donnant de bâtir une chapelle en ce lieu. C'est vrai qu'à l'époque on entendait parfois des voix. Ils vont y installer un prieuré et en 1138 une église romane est consacrée par l'évêque de Bayeux. Voilà. Là encore endommagé en 1944. Également vendue comme bien national en 1792, donc c'est-à-dire qu'elle a subi à 2 moments un peu des catastrophes. Et elle a servi de cache aux résistants, puis de poste d'observation de la part des Allemands. Et cette abbaye a été restaurée à partir de 1996 avec une participation
de l'État et de la région Normandie, voilà, qui ont rénové ce site. On regarde maintenant les spécialités locales du côté de Caen et on commence avec bien entendu les tripes. Les tripes à la mode de Caen. Voilà, ça c'est un peu la spécialité quand même locale. Alors les tripes, bon c'est assez particulier quand même, hein. On est avec des parties d'estomac d'un ruminant. Donc ça peut être la panse, le feuillet, les bonnets ou la caillette. Et un pied de bœuf. Le pied de bœuf, il sert en fait un peu à lier la sauce, à épaissir la sauce du côté de cette tripe. Alors il faut savoir qu'il existe une confrérie de la tripe, car c'est un plat très ancien qui remonte à l'époque de Guillaume le Conquérant au XIe siècle. Et on attribue la paternité des tripes à la mode de Caen au cuisinier de Guillaume le Conquérant qui aurait inventé la recette. Parce qu'il en avait marre de perdre des morceaux de bœuf. Voilà. Donc il a commencé à cuire les estomacs de bœuf. Et puis il a ajouté le pied de porc et les condiments aromatiques. C'est la recette qui sert de bœuf, de base, pardon, mais on va rajouter d'autres éléments, notamment des rognons de bœuf. Et puis ensuite on va rajouter également des carottes, par exemple, d'oignons, bouquets garnis, poireaux. Voilà, il faut savoir que pour faire des tripes à la mode de Caen, bien entendu vous avez la version industrielle, mais si vous voulez les réaliser chez vous à la main, il faut quand même un temps de cuisson d'une vingtaine d'heures, hein. Donc c'est extrêmement mijoté comme plat, donc ça prend un petit peu de temps. C'est vrai qu'au niveau visuel, c'est pas le truc le plus joli au monde. On parle de la région Normandie de Caen et on peut parler de la biscuiterie Jeannette. Alors, la biscuiterie Jeannette spécialisée dans les madeleines, et c'est vrai que les madeleines Jeannette, pour en avoir déjà mangé, c'est assez exceptionnel, parce que pour un produit industriel, fait à la chaîne, eh ben, elles ont un moelleux incomparable. Voilà, c'est compliqué de trouver aussi bien que les madeleines Jeannette. Alors, les madeleines Jeannette, c'est une entreprise quand même atypique, parce que c'est une entreprise qui a été extrêmement à la mode dans les années 60, des années 1920 aux années 70-80. C'est une entreprise qui a essayé de s'agrandir, et puis à partir des années 90, c'est une entreprise qui a subi énormément de redressements judiciaires, de liquidations judiciaires. Enfin voilà, il y a eu énormément de propriétaires différents, jusqu'en 2012, où là on croit à ce moment-là que l'entreprise est morte et enterrée, très clairement, avec une 5e liquidation judiciaire en à peine 20 ans. Donc c'est vraiment très compliqué à ce moment-là. Et il va y avoir un financement participatif. C'est l'une des premières entreprises à avoir fait ça. Ils vont faire un financement participatif, notamment les employés qui vont prendre des parts de l'entreprise et qui vont réussir à faire renaître les madeleines Jeannette et la biscuiterie Jeannette. Et aujourd'hui, eh bien, le chiffre d'affaires est aux alentours de 4 millions d'euros. Et l'entreprise fonctionne extrêmement bien, voilà, en ce moment. Donc ça se passe plutôt bien, avec une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 30%. Voilà, donc c'est plutôt, ça fonctionne plutôt bien du côté de l'entreprise depuis une dizaine d'années. Et puis je termine avec de l'alcool à consommer avec modération, je le précise, et surtout prenez pas la voiture derrière. Ça c'est le plus important, avec le Calvados. Oui, c'est l'alcool de Normandie avec le cidre, hein. Le cidre normand et le Calvados, c'est pas le même degré d'alcool entre l'un et l'autre. Alors le Calvados, c'est de l'eau de vie obtenue par distillation de cidre ou de poirée. C'est vrai qu'il y a le poiré également du côté de la Normandie. C'est une AOC depuis 1942. Voilà, donc vous avez 3 Calvados différents. Vous avez le Calvados classique, vous avez le Calvados du Pays d'Auge et le Calvados d'Onfronté, qui est là est qui est la production la plus restreinte, hein. C'est 1% de la production, de toute la production de Calvados. Et lui, il a
au moins 30% de poiré par rapport aux autres. Donc il est un petit peu différent et il est fabriqué dans la région du Don-Fronté, donc qui est une région avec des sols granitiques, ce qui modifie bien entendu le goût en sachant qu'il doit être en fût de chêne pendant 3 ans minimum. Voilà, donc c'est une particularité donc, de ces 3 Calvados. Alors, le Calvados date des années 1600, on va dire, où on a commencé à le fabriquer. Il a connu un âge d'or au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, parce qu'il y avait eu une épidémie de phylloxéra sur les vignobles qui a dévasté pas mal de vignes à ce moment-là. Et puis, le terme Calvados, lui, date de 1884, quand le département est né pendant la Révolution française, et donc 100 ans après, hein, parce que 1884, c'est presque 100 ans après la Révolution, eh bien, on a décidé d'appeler l'alcool du même nom que le département. Voilà, et c'est ensuite devenu très populaire à Paris, voilà, comme eau de vie. Voilà, tout simplement. Et c'est un alcool très costaud, hein, bien entendu, comme toute eau de vie, en termes de degré d'alcool, c'est très puissant. On passe à la partie histoire du Tour de France. Du côté de la partie histoire, eh bien, on passe au Tour de France 2006 avec l'étape numéro 5. Alors, le Tour de France 2006, c'est pas le plus joyeux, hein, parce que je rappelle qu'au départ, eh bien, c'est marqué par l'affaire Puerto, avec l'exclusion de pas mal d'équipes, notamment l'équipe de Vinokourov, la Liberty Seguros ou encore Jan Ullrich. Et il y a au moins 20 ou 30 coureurs qui ne prennent pas le départ. C'est aussi un tour qui est marqué, bien entendu, par la victoire dans un premier temps de Floyd Landis. Et ensuite, Tour de France récupéré par Oscar Pereiro, parce qu'autant ceux de l'époque Lance Armstrong n'ont pas été récupérés par les seconds, autant celui de 2006 a été récupéré par Oscar Pereiro de la Caisse d'épargne. La grande question de cette édition, c'était de savoir qui allait succéder à Lance Armstrong au tout départ, parce que c'est vrai que c'était très ouvert au départ de ce Tour de France. On se disait, est-ce que c'est pas enfin le jour de Jan Ullrich? Il y avait également Vinokourov, il y avait Floyd Landis, il y avait aussi Rasmussen, il y avait également les coureurs de la CSC, il y avait beaucoup de coureurs, voilà, qui pouvaient aller chercher la gagne. Alors ce jour-là, on a une étape de 219 km entre Beauvais et Caen, plutôt pour les sprinteurs, hein, même si on retrouve quelques bosses sur le parcours, mais elles ne sont pas suffisamment longues et trop loin de l'arrivée. Jérôme Pinault va être le premier attaquant de la journée, il a été maillot à pois à ce moment-là, et il va passer en tête de la première difficulté du jour, mais ensuite il se relève car personne ne l'a accompagné et qu'il ne va pas faire un peu moins de 200 km, tout ça, comme ça, seul en tête de la course. Je vais réussir à faire une phrase en français, c'est compliqué depuis le début de la vidéo. L'étape n'est déjà pas très dure, mais en plus, mais par contre, la vidéo va jouer un mauvais tour aux baroudeurs qui vont devoir affronter un fort vent de face avec également pas mal de pluie sur cette journée. Alors la bonne échappée va partir au kilomètre 37. Elle est composée de seulement 2 coureurs, Schröder de la Milram et Samuel Dumoulin d'AG2R. C'est peut-être même l'un des premiers Tours de France de Samuel Dumoulin. Les deux hommes prennent rapidement de l'avance avec un écart maximum qui va être de 12 minutes 50, ce qui était habituel à l'époque, hein, qu'on ait des débuts de course où les échappés prennent au moins 7-8 minutes, voire plus, et ensuite qu'on finisse la journée sur un très très gros tempo pour reprendre les hommes de tête. Le vent de face ne laisse pas beaucoup d'espoir, hein, au groupe de tête, qui est repris quand même seulement à 3 km 500 de l'arrivée. C'est vrai que Schröder était un bon baroudeur, bon Samuel Dumoulin également. Un loto emmène côté droit face à un quick step pour Boonen. Le Belge est certes maillot jaune, mais il n'a pas encore gagné d'étape lors de cette édition. Juste après le panneau 250 mètres de l'arrivée, Oscar Freire décide de lancer son sprint en contournant le coureur de la loto et il va surprendre tout le monde, notamment Boonen qui va partir un peu tard, hein, qui va rester dans la roue de son poisson pilote Stingmans et qui ne va pas lancer son sprint. Et l'Espagnol ne sera pas rejoint et il remporte enfin
sa deuxième victoire sur l'épreuve. Et oui, parce qu'il avait gagné la première en 2002, mais il a fallu attendre 2006 donc, pour gagner sa deuxième étape sur le Tour de France, en sachant que Fréré va avoir pas mal de résultats sur le Tour de France à partir de 2006, 2007, 2008. Mais c'est quand même un coureur qui a été 3 fois champion du monde, mais qui a été aussi énormément blessé dans sa carrière, notamment avec pas mal de problèmes de dos qui lui ont un peu pourri certains moments de sa carrière. C'est pour ça que pour un triple champion du monde, c'est pas forcément le coureur qu'on retient le plus. À l'arrivée, Boonen, lui, garde son maillot jaune. On regarde le cycliste du jour. Alors, j'aurais pu parler de Thierry Marie, bien entendu, le spécialiste des contre-la-montre et des prologues, qui est né à Bénouville, ce qui n'est pas très loin, 6 fois vainqueur d'étape sur le Tour de France. Mais moi, j'ai décidé de parler de Vincent Berthaud. Alors, Vincent Berthaud, c'est un petit peu le rigolo du peloton pendant très longtemps. C'était voilà, le coureur qui mettait la bonne ambiance dans les années 80 dans les pelotons. Il a commencé chez Elf Renault en 83 et eh bien, il va notamment briller lors de son premier Tour de France en 84 où lors de la 5e étape, il va s'arrêter pour un besoin naturel avec Greg LeMond. Sauf que à ce moment-là, ce qui arrivait souvent, le peloton décide d'accélérer alors que les deux sont à l'arrière. Ça ne plaît pas véritablement à Vincent Berthaud qui décide de remonter en tête de peloton et ensuite de rouler derrière le mec qui était parti en échappée et d'attaquer au même moment. Il finit l'étape avec 17 minutes d'avance sur le maillot jaune, sur le peloton, et il va prendre le maillot jaune. Et ensuite, il va le garder 12 jours seulement, repris lors de la 17e étape par son leader, Laurent Fignon, qui remporte cette année-là un deuxième Tour de France. Il est aussi important, Vincent Berthaud, parce qu'il a remporté l'étape du bicentenaire de la Révolution française en 1989 du côté de Marseille. Là, il était plutôt en fin de carrière parce qu'il va arrêter en 90 chez Castorama. Il va faire ses 2 dernières années dans les équipes de Cyril Guimard, là où il avait commencé chez Cyril Guimard. Et puis ensuite, il va être consultant pour Eurosport pendant plus de 10 ans. Et puis maintenant, il possède des magasins, notamment des magasins de chocolat. Voilà, Vincent Berthaud. Qu'est-ce qu'il a eu comme autre résultat? Vincent Berthaud, vainqueur de la Polynormande en 84, d'une étape des 4 jours de Dunkerque, également d'une étape du Tour de l'Avenir en 83. 12 victoires, voilà, chez les professionnels dans sa carrière et 6 participations à des grands tours, 2 Tours de France, 4 Tours de France et 2 Giro. Voilà, dans sa carrière, mais 84 restera sa meilleure année chez les professionnels. La météo, bien, c'est simple, hein, du côté de la météo, on va regarder ça tout de suite avec la carte. Eh bien, c'est un vent de nord, donc c'est-à-dire un vent de nord, donc un vent qui sera plutôt de face sur l'aller, de dos sur le retour. Et ça va favoriser les bonnes vitesses du côté des coureurs. Au niveau du temps, grand soleil du côté de la course et 23 degrés. On n'a jamais eu aussi chaud depuis le départ de ce Tour de France. Moi qui pensais qu'on aurait peut-être un Tour de France caniculaire, pour le moment, c'est assez calme de ce côté-là. Voilà, du côté de la course. La stratégie, démarrer fort et finir fort. Je le dis toujours sur les contre-la-montre. Non, mais il faut vraiment... j'irai pas trop en garder sur la première partie quand même. Parce qu'on aurait tendance à vouloir partir trop prudemment, mais avec le vent de face, on peut vraiment perdre beaucoup de temps. En sachant qu'après, le vent de dos va vous porter, va vous aider vraiment sur la dernière partie de course. Je me dirais, il ne faut pas hésiter à prendre un gros départ parce que les écarts vont vraiment se faire sur la première partie avec le vent de face. Et ensuite, faut être intelligent dans le choix de son braquet parce qu'il ne faut pas emmener trop petit parce qu'avec le vent de dos, vous avez tendance à être en capacité d'emmener un plus gros braquet. Donc ça, il faudra également pas hésiter à prendre des plus gros braquets. Faudra voir si on prend... Je pense que beaucoup vont prendre monoplateau.
Mais faudra voir. Voilà, mais je pense que beaucoup vont prendre monoplateau sur un effort comme ça, extrêmement plat, avec pas de bosse, pas besoin de relance. Moi, je pense qu'en termes de temps d'effort, je compte 35 minutes 40, ce qui fait 55,5 de moyenne. Voilà. Je pense qu'on est capable de tenir ces cadences-là sur 33 km. Mes favoris, pas de surprise sur un chrono comme ça. Pour le classement, pour les leaders, on va dire, pour le classement général, je vois Evenepoel gagner l'étape et Vingegaard pas très loin derrière. Pogacar, troisième, voilà, dans la hiérarchie des leaders du classement général. Je vois bien Van Aert finir devant Pogacar, voire devant Vingegaard. Je vois bien Van Aert être en capacité de s'infiltrer. On pourrait avoir aussi dans le top 10 Affini, Tim Willems, pourquoi pas Cataneo. Et on espère Kevin Vauquelin dans ce top 10. Il a les capacités de le faire, voilà. Mais on ne devrait pas avoir de surprise sur la hiérarchie dans ce contre-la-montre et sur les coureurs qui vont perdre beaucoup de temps. Je ne serais pas surpris qu'un Guillaume Martin se retrouve à 4 minutes ce soir à la sortie du contre-la-montre. Du côté du programme télé, en grosse cote, j'ai mis Roméo, voilà aussi, qu'il ne faudra pas négliger, le coureur de la Movistar. Programme télé, premier départ 13h10, dernier départ 17h05 pour une arrivée prévue à 17h42, ce qui fait plus de 35 minutes selon les organisateurs. Ça fait 37 minutes, voilà, de contre-la-montre précisément. Donc ça fait beaucoup, je trouve. Peut-être une chouille trop de la part des organisateurs du côté du temps de ce contre-la-montre. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve ce soir pour faire le débrief. Je pense bien avant 21h, je pense, pour le débrief de cette étape. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!